Je montre à la caméra un document qui, on peut l'espérer, restera plus historique que ce second tour des élections régionales françaises. Il est daté du 12 décembre et c'est la convention cadre sur les changements climatiques, la conférence des partis, 21e session, c'est-à-dire le vrai nom non abrégé de cette COP21 qui vient de se terminer et qui donc vient d'accoucher de ce document. Jade Garde est à côté de moi pour en discuter avec nos deux invités. Annabella Rosenberg, bonsoir. Vous êtes spécialiste climat à la Confédération syndicale internationale. Michel Colombier, bonsoir. Vous êtes le directeur scientifique de l'IDRI, c'est-à-dire l'Institut du développement durable et des relations internationales. Jade. Oui, bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux de venir ici parler avec nous de la COP21 et de l'accord de Paris après 15 jours qui ont été particulièrement fatigants pour tout le monde. Donc c'est un dernier petit effort ensemble pour cette semaine. Mais ça nous semblait important de profiter de ce live pour revenir sur cette conférence sur le climat qui a quand même au final débouché sur un accord. Et un accord dont il nous semblait important également de pouvoir commencer à le décrypter ensemble. Et donc ça sera ma première question, peut-être à Annabella Rosenberg pour commencer. Cet accord de Paris sur le climat dont on entend parler beaucoup depuis hier soir et qui a été salué par tous les chefs d'État et de gouvernement un peu partout dans le monde, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un vrai accord historique ou c'est un accord qui ne changera rien? En tout cas, c'est un vrai accord. Après, on saura, l'histoire définira, en fait, nous dira si évidemment il a réussi à changer la voie dans laquelle nous nous engageons. En fait, moi, je ne jugerai pas de l'historicité en fait de cet accord et je pense que c'est l'erreur peut-être qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà de dire, eh bien, il marquera l'histoire. Il ne faut pas confondre un souhait avec la réalité. Nous, le bilan que nous faisons, c'est que c'est certes un accord nécessaire, mais certainement insuffisant. C'est un accord sur lequel nous allons construire, nous allons continuer à nous mobiliser, faire en sorte qu'il se réalise. Mais je pense qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, après lecture à tête froide aussi, après tous ces moments d'émotion d'hier, je pense qu'il est important de rappeler qu'un certain nombre de points, en tout cas que nous, comme mouvement syndical, avec d'autres mouvements sociaux, on s'était engagé à qualifier cet accord, à juger cet accord, il est certainement insuffisant. Et j'espère qu'on pourra revenir un peu plus en profondeur sur ces éléments. Tout à fait. Michel Colombier. Moi, la question de savoir est-ce que c'est un bon accord ou pas, je le prendrai un peu différemment. C'est-à-dire que il me semble que la question, c'est pas de se demander est-ce que cet accord est parfait ou est-ce qu'il y a des choses insuffisantes. Ça, il faut qu'on le fasse après, il faudra qu'on ait la discussion. Mais la première question, c'est de se demander est-ce que c'est un accord qui donne un espoir de changer le futur, finalement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier soir? Et donc la question, dans un accord, on entend dire parfois aussi, forcément un accord, chacun ne retrouve pas ses petits parce qu'il a fallu trouver un juste milieu, etc. Ça, c'est pas un bon accord, c'est quelque chose de mauvais. Donc la question, c'est est-ce qu'on a dépassé les positions dans lesquelles les pays étaient depuis très longtemps? Est-ce qu'on allait au-delà? Et est-ce qu'on pense qu'on construit quelque chose de nouveau? De ce point de vue-là, je pense que oui. Je pense que c'est un accord qui nous emmène sur un avenir possible qui est différent de la situation dans laquelle on était depuis 15 ans, 20 ans dans ces discussions sur le climat. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Alors, pourquoi? Plusieurs caractéristiques. La première, quand même fondamentale, je crois, c'est ça fait 20 ans qu'on est dans une division nord-sud. On s'oppose dans cette discussion sur le climat. On ne peut pas construire en s'opposant. Cet accord, il a quand même une caractéristique incroyable qui est l'universalité. Ça, j'y reviendrai parce que c'est quand même un grand pas, notamment des pays du Sud qui sont venus dans cet accord en faisant des propositions, en allant bien au-delà de leur position historique. On leur doit ça. Je crois qu'on leur doit l'accord d'une grande façon et qu'on devra maintenant en être responsable de cet accord qu'on a obtenu. Mais ça, c'est un changement majeur. C'est-à-dire que construire une lutte contre le climat à l'échelle mondiale, c'est pas possible dans un monde où on se renvoie des responsabilités, où on se renvoie des échecs. Ce qu'on doit faire, c'est comprendre quelle est la responsabilité de chacun, quelle est la capacité de chacun. Donc construire l'universalité, pour moi, est une dimension importante de cet accord. Peut-être pour dire un tout petit mot pour bien expliquer, c'est pourquoi c'était important, c'est qu'en fait, pour la première fois, en fait, ces pays du Sud, donc ces pays dits en développement historiquement, s'engagent d'une manière ou d'une autre à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, alors que historiquement, depuis le protocole de Kyoto, c'était le Nord, les pays riches, les pays industrialisés qui s'y engageaient. Donc quand vous dites voilà, leur engagement, on parle de ça, de leur réduction de gaz à effet de serre. Oui, mais alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que évidemment, qui est-ce qui émet aujourd'hui énormément de gaz à effet de serre? Qui doit réduire énormément? C'est évidemment les pays du Nord. Donc dire c'est un grand accord parce que le Burkina Faso, le Mali, etc. sont engagés, ça peut paraître paradoxal. Ce serait un peu cynique. Donc la question, elle n'est pas là.
Je crois que la question, elle est, l'ensemble des pays s'est mis dans une démarche commune. Dans cette démarche commune, et c'est ça qu'on va devoir faire aujourd'hui, évidemment qu'on ne va pas demander la même chose à un pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, qui ont des besoins d'adaptation, et d'ailleurs il faut qu'on les aide. L'accord offre quelques garanties, elles ne sont pas encore certainement suffisantes, on pourra en parler. Mais la question, c'est est-ce qu'on est dans une démarche commune? Est-ce qu'on est dans une démarche dans laquelle chacun se dit une responsabilité philosophiquement, c'est qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui sur la planète pour changer l'avenir et pour changer la situation de mes enfants demain? Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est ça le sens de l'universalité. C'était évidemment pas de dire c'est leur responsabilité à eux. Non, je veux dire aujourd'hui, ces gens-là n'émettent pas. Demain, peut-être oui. Annabella Rosenberg. Oui, en fait, je comprends tout à fait cette question d'universalité et je rejoins quelque part l'idée que c'est important qu'aujourd'hui, dans un temps où finalement le multilatéralisme il est assez mal en point sur plein de fronts, on retrouve quand même une démarche multilatérale commune. Après, je pense qu'il faut aussi comparer, il y a 20 ans, quand la Convention a été signée, les gouvernements étaient quand même à l'avant-garde presque de leur société. En fait, la Convention sur les climats. À ce moment-là, les climats n'étaient pas du tout sur l'agenda. Et les gouvernements qui se sont assis à table montraient quand même une vision assez, finalement, novatrice et voilà, nouvelle, en fait, même pour leur propre société. Les sociétés ont changé. La mobilisation sur les climats est quand même montée de plusieurs crans, et notamment ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce sont les gouvernements qui sont à la traîne par rapport aux demandes sociales. Et je pense que c'est pour ça que les bilans de cette COP ne se fait pas sur un vide, il s'est fait aussi sur des demandes sociales et une mobilisation sociale qui, elle est devenue beaucoup plus forte et pour le coup plus ambitieuse. Ce qui nous amène à juger cet accord aussi sur des points un peu plus critiques. Alors justement, Jade est la spécialiste et moi je suis le béotien dans cette affaire, mais j'ai l'habitude, avec cet accord, le réchauffement climatique à l'aune 2050, hein, c'est bien ça, puisque les spécialistes parlaient de plus 2, de plus 2,5, de plus 3, de plus 4 degrés dans les situations les plus catastrophiques et calamiteuses qui nous menaceraient directement. Selon vous, vers cet accord, on s'achemine vers quoi ? Alors, à ce jour-là, cet accord, si on entérine en fait les contributions nationales telles qu'elles ont été analysées par les secrétariats même des Nations Unies, il entérine des contributions nationales qui nous amènent à un monde de plus 3 degrés. Et dans cet accord, et c'est notre analyse, il y a certes des opportunités, de la bonne foi dans laquelle éventuellement les États reverraient leur contribution d'ici 2025, mais en fait, en principe, et c'est ce que les scientifiques nous disent, ça ne serait pas à temps pour essayer de renverser justement les 3 degrés. Est-ce que ça veut dire que les États ne vont pas coopérer pour essayer d'éviter les pires? Certes, en fait, ce texte nous dit qu'il se donne un objectif, 2 degrés dans l'idéal 1,5, mais il ne donne finalement pas suffisamment de force aux mécanismes de révision qui pourraient permettre que chaque État reprenne leurs responsabilités sur la base de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils devraient faire pour aboutir à cet objectif. Donc voilà, à ce jour, cet accord nous dit, voilà, on ouvre la porte éventuellement à revoir un jour nos contributions, rester éventuellement sur la trajectoire, mais on reste quand même sur un monde à 3 degrés ou plus. Chez le Colombier. Alors, d'abord, la révision, ce n'est pas 2025, c'est 2020. La révision, c'est 2020. C'est un point. Dans l'accord, c'est 2024, et en fait, il y a une possibilité en non, 2018. Non, c'est pas une possibilité. Vous avez 2 textes entre les mains. Ce que vous avez montré, la première page là, c'est une décision de la COP. Et derrière, il y a ce qui va devenir demain. Alors, on ne va pas employer le mot traité, puisqu'on ne veut pas l'employer, mais il en a exactement la valeur. C'est un accord international, l'accord de Paris, qui est une annexe pour l'instant, simplement une annexe. Les pays qui étaient réunis là, ce qu'ils ont pu, c'est adopter un texte commun. Ce texte va être soumis à ratification, et après ratification, il devient un accord. Donc, il s'applique à partir de 2020. Donc, la question d'une révision en 2020 ne pouvait pas faire partie de l'accord, puisque ça suppose un travail par les pays dès aujourd'hui, dès 2016. Elle est dans la décision. Elle est dans la décision pour être applicable, exécutive, à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a globalement ce qu'on appelle un stock taking, c'est-à-dire une revue en fait, des actions en 2018 et une révision en 2020. C'est un point extrêmement important. Il faut se rendre compte que les 184 contributions qu'on a eues là, elles ne sont pas satisfaisantes, certes, telles qu'elles sont. Elles ne sont pas suffisantes. Elles sont un changement de cap de la part de beaucoup de pays. Et surtout, il y a énormément de pays qui n'avaient jamais fait l'exercice avant. Donc, ils sont venus à Paris, c'est des contributions pré-accord. C'est des contributions avant de savoir ce que serait une démarche collective, ce que feraient les autres. C'était purement unilatéral. Donc évidemment, et c'est dans les gènes même de la négociation de cet accord et des dispositions qu'il y a, on savait presque par construction qu'on aurait dans ce jeu un peu bottom-up, qu'on aurait des contributions insuffisantes.
En même temps, ces contributions, moi, je peux en témoigner dans un grand nombre de pays, elles ont fait l'objet de débats extrêmement importants. Il y a eu des débats avec des acteurs sociaux, il y a eu des débats ministériels comme on en a en France, les gens s'opposent, etc. Oui, il y a une volonté de la société civile, on l'a vu par exemple en Amérique latine, qui est très mobilisée sur les questions de changement climatique, mais il y a aussi des oppositions très fortes dans les pays, dès qu'on parle plus simplement de se donner des objectifs, mais qu'on parle de réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle politique énergétique, quelle politique urbaine, etc. Là, on a des vraies oppositions. Ce qui est aujourd'hui ici amené comme contribution par les pays, ça a été une première étape, très souvent un premier débat pour la première fois dans un pays. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous mener des politiques climatiques? C'est insuffisant par construction. La révision en 2020, difficile, on ne pouvait pas le faire à Paris, de réviser ces accords. C'est le résultat d'un jeu démocratique dans beaucoup de pays. Ça ne se révise pas comme ça entre chefs d'État, entre ministres, dans un coin de table, ça ne fait pas de sens. Donc la question était de donner un temps, et un temps suffisant, mais pas trop long. 2020, c'est important pour ça. Est-ce que 2020, c'est suffisamment tôt? Disons que c'est encore réaliste, d'après les analyses qu'on peut faire, c'est encore réaliste pour se remettre réellement sur une trajectoire. Et ça a été difficile à changer. Faire accepter qu'on donnait à la fois un temps long à l'accord, donc on disait aux pays, vous nous apportez des perspectives à 2030, et en même temps de leur dire, ces perspectives à 2030, c'est une première direction, vous mettez au boulot demain, et en même temps, on ne va pas garder cette direction, et on va essayer de créer les conditions, donc on va le voir, en effet, c'est à nous tous de le faire, à vous, à nous. Bilan d'étape en 2020, en fait. Ah, mais surtout, c'est que demain matin, il faut continuer à mettre la pression sur les gouvernements pour qu'ils fassent ce travail-là. Donc il ne s'agit pas de dire l'accord va le faire tout seul, mais il crée le rendez-vous. Il crée le rendez-vous pour le faire. On a 5 ans devant nous pour mettre la pression pour obtenir ça. Est-ce que ce n'est pas quand même une forme de défaite de la régulation ? Parce que quand on lit l'accord, on voit que les États doivent plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre dès que c'est possible. L'objectif de décarbonisation de l'économie, donc d'arrêter complètement d'émettre du carbone, qui aurait pu passer par l'objectif d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles, les hydrocarbures, des choses comme ça, à la fois qui entraîneraient des changements radicaux de société et qui seraient concrets, ont été sortis de l'accord au fur et à mesure de l'avancement de la négociation. Et finalement, on arrive à une situation vraiment basée sur le volontariat, finalement, et la bonne volonté des acteurs. C'est à la fois la vertu que vous avez décrite, de créer de l'universalité, mais ça a le défaut d'être assez mou finalement comme dispositif. Je pense qu'il y a deux choses dans un accord. Il y a les injonctions qu'on peut mettre. Alors c'est vrai que les mots sont importants. Alors, décarbonisation par exemple, c'est un mot qui est à la fois fort et faible parce que c'est un mot qui ne couvre pas l'ensemble de la question. On a 30% du problème qui est lié à d'autres sujets qu'un sujet de système énergétique. Ce n'est pas une raison pour dire ce sujet-là n'en est pas un. Nous, on travaille énormément sur cette question de décarbonation des systèmes énergétiques. Mais c'est suffisamment flou pour que des pays, de bonne ou de mauvaise foi, puissent dire que ce n'est pas le bon terme. Bon, mais ça, c'est des injonctions dans l'accord. Ce qui compte aussi, c'est en effet ce mouvement dans lequel les pays disent « je vais faire quelque chose, j'ai un programme ». Pour la première fois, on a ce type de programme qui se met en place. Vous avez raison, il y a des choses dans cet accord. Si c'est moi qui l'écrivais tout seul, je serais peut-être allé plus loin. La question, c'est est-ce qu'on était capable d'emmener, et c'est important, l'ensemble des pays vers quelque chose qui soit suffisamment signifiant. Moi, je pense que de ce point de vue-là, l'accord l'est. C'est-à-dire que, est-ce qu'il donne aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il donne un signal à des collectivités locales, est-ce qu'il donne un signal quand vous avez un débat dans une entreprise sur le fait que les conditions d'investissement, les choix qu'on peut faire, etc., ne sont pas les mêmes? Moi, je crois que ce qui est dit ici donne raison aujourd'hui au sein d'une collectivité locale, au sein d'une entreprise, à ceux qui pensent qu'il faut faire des choix différents, à ceux qui pensent qu'il faut faire des investissements de nature différente, à ceux qui pensent qu'il faut faire un tramway plutôt qu'une autoroute. Annabella, vous, notamment, vous étiez beaucoup impliquée il y a quelques mois avec votre organisation, la Confédération syndicale internationale, mais également avec des ONG et d'autres syndicats et toute une série comme ça d'organisations issues de la société civile. Vous étiez engagée dans l'écriture d'un appel qui était le People's Test on Climate, donc le test des peuples pour le climat, qui posait toute une série de critères qui devait figurer pour vous dans l'accord pour qu'il soit un bon accord. Quand vous voyez aujourd'hui le texte, finalement, au-delà de la lecture très technique et très précise de ce document, est-ce que vous y trouvez, vous, en tant que confédération ensemble syndical, des appuis pour mener des combats socio-environnementaux? Certes, et je pense que dans cette question, il y a deux éléments. D'abord, comment on s'était engagé à juger cet accord, parce qu'on savait que le plus
on se rapproche de ce genre de moments où il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup de communication. On allait certainement être aussi tenté en tant qu'organisation de la société civile, voilà, de faire partie de ce moment, de cet élan des bonheurs. Et je pense que ce n'est pas notre rôle, en fait. En tout cas, je comprends les bonheurs des gouvernements qui se sont retrouvés, qui sont fatigués, qui ont négocié et qui ont finalement fait état de la situation dans laquelle, aussi loin qu'ils peuvent aller. Après, en tant qu'organisation sociale, je pense que notre travail, c'est de communiquer aux citoyens les contenus des accords pour qu'eux-mêmes puissent faire leur propre évaluation. Et sur les 4 points du test des peuples, en fait, comme on l'avait énuméré, est-ce qu'il réduit les émissions à un point où on arrive à rester sur une trajectoire faisable pour les 2 degrés? Il est insuffisant. Sur les financements, on regrette vraiment qu'il n'y ait pas un seul chiffre sur l'accord de Paris. Certes, dans la décision non contraignante, il y a quelque chose. Alors attendez, juste pour... Les 4 points vont être intéressants. Sur le premier point, vous êtes d'accord? Il est insuffisant? Sur le point, est-ce qu'il réduit suffisamment les émissions? C'est-à-dire, je ne prends pas le point de la même façon. C'est-à-dire, non mais évidemment, si la question est-ce que les engagements quantitatifs qui sont amenés par les pays pour l'instant sont insuffisants pour réduire à 1,5 degré? Oui, évidemment. D'accord. Deuxième point, les financements? Les financements ne figurent pas. Il n'y a pas d'engagement contraignant sur la question des financements chiffrés dans les textes. Il y a dans la décision. Mais si on y va comme ça, je suis d'accord. Mais vous me laisserez répondre pourquoi je ne suis pas d'accord. Oui, voilà. Je pense que en fait, en tout cas, c'est important pour comprendre pourquoi notre bilan, on dit en fait insuffisant, ce qui ne veut pas dire inutile. Hein, mais sur les financements, notre 3e point, c'était sur la question finalement du soutien aux plus vulnérables, notamment justement le programme sur les pertes et dommages, en fait, des soutiens aux populations les plus vulnérables. Sur ces points, il y a certes une référence dans l'accord, mais malheureusement, une discussion un peu houleuse en fait sur l'idée d'empêcher en fait les États finalement de se retrouver ensuite en justice si jamais ils venaient à perdre leurs terres, leur population venait à être déplacée. Donc ça, je ne suis pas une experte sur la question, mais en tout cas, les experts, eux, ils sont mitigés, en fait, pas totalement déçus sur ces points. Et après, en fait, en tout cas pour le mouvement syndical, il y avait l'importance de retrouver dans cet accord, au cœur de l'accord, la question des droits. C'est-à-dire, est-ce finalement, en appliquant les politiques climat, on respectera les droits des peuples autochtones, qui parfois se retrouvent un peu délaissés justement dans la gestion des forêts, l'égalité des genres, les droits des travailleurs à retrouver un emploi dans ce qui s'annonce la transition ou la transformation industrielle la plus grande de notre génération, et un ensemble d'autres droits. Et on voit les droits de l'homme notamment aussi. Et tous ces droits, en fait, ont été un peu amenés dans la partie préambulaire. Donc, en ne laissant pas une responsabilité aux parties de cette convention sur leur application. Alors, réponse sur ces 4 revendications principales. Je suis tout à fait d'accord sur les revendications. Je suis tout à fait d'accord sur le niveau de ce qu'on a aujourd'hui dans l'accord. Ce que je dis simplement, c'est que si on avait, je le prends dans l'autre sens, si on avait dit, OK, il faut qu'on ait un accord ici qui fasse 1,5 degré, c'était quoi la recette? C'était de dire, on fait une division des émissions qu'il faudrait pour 1,5 degré et on dit à chaque pays, c'est ça que tu fais. Mais sur 194 pays, il en restait 3 à la table. Et encore, je ne sais pas lesquels. Donc la question de cet accord, ce n'est pas de dire quel aurait été l'accord rêvé. Moi, je travaille sur le climat depuis 20 ans. Évidemment que j'aurais préféré que les émissions de tout le monde soient, par cet accord, réduites à quelque chose de cohérent avec 1,5 degré. Mais si on avait essayé de faire ça, ce qu'on a essayé de faire pendant 20 ans, c'est-à-dire une distribution d'une quantité d'émissions qui serait la quantité juste, simplement, les pays n'arrivent pas à un accord. D'abord parce que les États-Unis ne peuvent pas le ratifier, parce que la Chine n'accepte pas, parce que l'Union européenne ne l'aurait pas accepté, parce que nous-mêmes, dans ce pays où on a eu un débat pendant 2 ans sur qu'est-ce qu'on faisait comme politique énergétique, personne n'aurait apprécié, y compris les syndicats, si Fabius était revenu en disant « je remets en cause tout ce qu'on a décidé pendant ce débat ». C'est pas vrai. Donc c'est une vraie difficulté. Donc la question, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que cet accord nous permet aujourd'hui d'avoir des bases différentes d'hier pour construire cet avenir-là? Moi, c'est la question que je pose et je pense que c'est vrai. Premièrement, parce que si on n'avait pas eu d'accord ici, on n'était pas parti pour 3 degrés, on était parti pour 4,5. C'est-à-dire que
du point de vue simplement de cette démarche que les pays ont fait en disant pour la première fois, tiens, je regarde mon pays, je vais mener des politiques climatiques, etc., on a fait une partie du chemin, c'est bien, c'était assez inespéré, c'est pas la situation dans laquelle on était l'an dernier encore, la plupart des pays n'en faisaient absolument pas, les États-Unis ne faisaient rien. Bon, la question par exemple aujourd'hui en Europe, c'est de dire, elle a été ouverte hier déjà, ah, on a un accord pour 2030 sur moins 40%, cet accord il faut le revoir. Rouvrons cet accord en Europe. Et moi, je fais confiance à tous les copains qui étaient là hier, qui viennent de pays d'Amérique latine, qui viennent de Chine, etc., pour rouvrir la discussion dans leur pays, parce que c'est ça qu'ils comptent faire maintenant, en disant on a un accord, l'accord n'est pas suffisant, on rouvre la discussion demain matin. C'est extrêmement important. Sur ce point, en fait, ce ne sont pas forcément les contributions des pays en développement qui sont en cause comme étant les plus inéquitables. On sait, en fait, que par rapport à leur capacité, ce sont bien les pays développés, en fait, qui sont, eux, habitués à l'exercice d'avoir justement des plans de réduction d'émissions qui sont les plus insuffisantes. Et on sait par exemple, même la Confédération européenne des syndicats l'a dit, que le plan actuel de l'Europe implique une perte d'emplois verts dès par leur manque d'ambition. Et en fait, l'outil qu'on a adopté hier n'acte pas, malgré ce que tu dis, en fait, cette stock-take. C'est un stock-take général. C'est sur l'application générale et son lien avec les 2 degrés. Non pas pays par pays, avec une instance indépendante qui puisse justement conseiller même, non pas juger, au moins conseiller les États et dire écoutez, par rapport à vos capacités, par rapport à vos émissions, eh bien, il faudrait quand même que vous ne fassiez pas 1/5 de votre part, comme les États-Unis aujourd'hui, mais plutôt un tout petit peu plus. Cette instance-là n'existe pas dans cet accord. Réponse. Non, mais cette instance-là, dans l'accord, elle ne fonctionnerait pas. Elle ne fonctionnerait pas. Mais non, elle ne fonctionne pas simplement. Mais elle serait nécessaire pour essayer de rester sur la trajectoire. Je pense que c'est ça qu'on est en train de construire. La question aujourd'hui de dire, évidemment, c'est les pays qui doivent le plus aujourd'hui et qui ont la responsabilité de le faire maintenant, évidemment que c'est les pays industrialisés. Cela dit, c'est compliqué, parce qu'on sait par exemple que même l'annonce de la Chine, elle n'est pas suffisante non plus. Donc on ne peut pas dire, elle est... Elle est un peu plus proche des émissions de Non, la question... Mais non, la question n'est pas de savoir si elle est plus proche de ce qu'on jugerait peut-être juste, équitable. Ça, c'est la question à résoudre. Derrière, vous me dites, on veut un accord qui amène à 2 degrés ou 1,5 degré. Si la Chine fait ce qu'elle dit dans son accord-là, on n'a aucune chance d'arriver à 2 degrés. Si l'Inde fait ce qu'elle dit, on n'a aucune chance. Si les États-Unis et l'Europe font ce qu'ils disent, on n'a aucune chance non plus. Mais c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que si on doit tous arriver à ce que vous disiez, décarbonation, 0 émission à peu près en 2050, on ne peut pas non plus faire la trajectoire qui est proposée par la Chine et l'Inde. Donc on a tous ce problème-là. Cela dit, nous, on l'a plus que les autres. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. On a un débat à rouvrir. Ce débat, il n'est pas facile. Quand on a débattu dans ce pays ici sur les trajectoires de décarbonation qu'on voulait faire, on a eu toutes les peines du monde à faire accepter pour l'instant une direction pour la France qui n'est pas non plus complètement suffisante et pourtant qui posait des problèmes avec toute une partie de la société, y compris certains syndicats, et je les comprends. Parce qu'on remet en question, on ouvre des sujets qui sont des sujets compliqués. On ouvre des sujets de transition sur l'emploi, on ouvre des sujets de transition. Les bases, elles ne sont pas données pour que les syndicats se sentent en confiance d'avoir une protection sociale et une transformation de l'industrie qui tient compte des salariés. Oui, mais les bases du débat ne sont jamais bien posées. Mais ces bases, elles se négocient aussi dans chacun des pays. Ce n'est pas l'accord des Nations Unies qui peut les décréter. Elles se discutent dans chacun des... Et moi, je pense simplement que l'accord, voilà, c'est le point de départ de cette discussion-là. Merci beaucoup à tous les deux de ce débat particulièrement éclairant après l'ambiance émotionnelle et de triomphe hier. Merci à Jade de l'avoir mené avec moi. Il est exactement 22h30 et je laisse la parole à Edoui Plenel après cette soirée riche puisqu'on a parlé de